Arthur Guinness était un homme d'affaires, philanthrope et homme politique irlandais, surtout connu comme membre de la dynastie brassicole Guinness. Né dans l'une des familles les plus riches d'Irlande, il était l'arrière-petit-fils d'Arthur Guinness, le fondateur de la brasserie Guinness. Éduqué à Eton et au Trinity College de Dublin, Arthur Guinness a poursuivi une carrière politique, servant comme député pour Dublin avant d'être élevé à la pairie en tant que baron O'Derlone en 1888. Au-delà de la politique, il était profondément engagé dans le service public et la philanthropie. Il a financé de nombreux projets à Dublin, notamment la restauration de la cathédrale Saint-Patrick et l'aménagement de parcs publics, en particulier St. Stephen's Green, qu'il a paysagé et rouvert au public. Amoureux de la nature et du patrimoine, il a également investi dans la préservation des forêts et des bâtiments historiques. Lord Ardelahone est reconnu comme un symbole de la noblesse anglo-irlandaise qui a utilisé sa richesse pour le bien public durant une période de grands changements en Irlande. Voici son histoire. Arthur Guinness, né en 1840, était le fils aîné de Sir Benjamin Guinness, chef de la célèbre famille Guinness et héritier de l'un des héritages brassicoles les plus influents d'Irlande. Dès son plus jeune âge, il a été plongé dans un monde de privilèges, de responsabilités et de services publics. Son éducation reflétait le prestige de sa lignée. Il a fréquenté le prestigieux collège d'Eton en Angleterre, une voie traditionnelle pour les jeunes hommes issus des grandes familles anglo-irlandaises. Il a ensuite étudié au Trinity College de Dublin, la principale université d'Irlande, où il a obtenu une licence S.Art en 1862. Ces années formatrices lui ont apporté une culture classique et un esprit raffiné. Au cours de ses 3 premières générations, la brasserie Guinness était passée de débuts modestes à la plus grande et la plus prospère brasserie d'Irlande, réputée pour sa bière brune riche. Sa réputation s'étendait bien au-delà des côtes irlandaises, avec des exportations atteignant l'Europe, les Amériques et même certaines régions d'Afrique, faisant de Guinness une véritable entreprise mondiale au milieu du XIXe siècle. À la mort de Sir Benjamin Guinness en 1868, après avoir développé l'entreprise familiale, la brasserie passe à ses fils Arthur, Benjamin et Édouard. Cette transition marqua non seulement la continuité d'une puissante dynastie industrielle, mais aussi un nouveau chapitre dans l'évolution du nom Guinness. Sous leur direction, la brasserie continuerait de prospérer, posant les bases de ce qui deviendrait l'une des marques les plus emblématiques au monde. Sous la direction compétente d'Arthur Guinness et de ses frères, la brasserie familiale entra dans une nouvelle ère de prospérité. Malgré l'influence croissante du mouvement de tempérance, qui condamnait les méfaits sociaux de la consommation d'alcool, la Guinness était souvent perçue plus favorablement que les alcools forts, comme le gin et le whisky. Les partisans de la modération la recommandaient même comme une alternative plus douce et plus saine, ce qui permit à l'entreprise de maintenir et d'élargir son marché à une époque où l'opinion publique évoluait. Le frère cadet d'Arthur, Benjamin, et sa sœur Anne héritèrent de domaines généreux et de règlements financiers. Ils allaient cesser de jouer un rôle dans les opérations de l'entreprise. La brasserie resta fermement sous la direction d'Arthur et d'Édouard. Au cours de la première décennie de leur direction, Guinness connut une augmentation extraordinaire de la production et des ventes. En 1868, la brasserie vendit environ 350 000 barils de stout, un chiffre qui doubla en 1876 pour atteindre près de 779 000 barils. Cette expansion remarquable a jeté les bases de réalisation encore plus grandes dans les années à venir. À la fin du XIXe siècle, les ventes annuelles dépasseraient le million de barils, faisant de Guinness non seulement une institution nationale, mais aussi une icône mondiale de l'entreprise irlandaise. Malgré sa richesse, sa position sociale et son engagement profond dans la vie publique, Arthur Guinness menait une vie personnelle souvent marquée par la solitude et la discrétion. Bien qu'il ait répondu aux attentes de sa classe en épousant Olivia White en 1871, une union entre 2 grandes familles anglo-irlandaises, le mariage resta sans enfant.
et certains témoignages suggèrent qu'il s'agissait davantage d'une question de convenance sociale que de véritable compagnonnage romantique. Olivia elle-même était une femme accomplie et indépendante d'esprit, et il est souvent dit que tous deux menaient en grande partie des vies séparées, surtout au fil des années. Bien qu'aucune preuve concrète n'existe pour confirmer ou infirmer la nature des affections privées d'Arthur, certains historiens et biographes ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu être homosexuel. Une théorie fondée non pas sur un scandale ou des documents explicites, mais plutôt sur les schémas de sa vie. Il conservait une attitude réservée et extrêmement discrète. Dans la société victorienne, en particulier parmi l'aristocratie, les discussions sur la sexualité, en particulier l'attirance pour le même sexe, étaient strictement tabous. Si Arthur avait été homosexuel, comme certains l'ont suggéré, il est probable que cet aspect de son identité aurait été soigneusement caché, même à ses proches. Les conséquences légales et sociales d'un tel aveu à l'époque auraient été sévères. Cet acte était auparavant passible de mort en Grande-Bretagne. Cette peine sévère a été modifiée avec l'adoption de la loi sur les infractions contre la personne en 1861, qui a aboli la peine de mort et a imposé à la place une peine minimale de 10 ans d'emprisonnement. Plus tard, la loi d'amendement du droit pénal de 1885 a encore élargi les restrictions légales en introduisant une nouvelle infraction d'indécence grave entre hommes passible de jusqu'à 2 ans de prison. Ces lois ont forcé les relations entre personnes de même sexe à se cacher dans l'ombre de la société, les poussant hors des registres publics et de l'acceptation sociale. En conséquence, il ne nous reste que des fragments, si tant est qu'il y en ait, pour comprendre la vie privée d'Arthur et les relations intimes qu'il a pu avoir. En 1868, Arthur Guinness a été élu député conservateur pour la ville de Dublin, un rôle qui correspondait à la position politique et sociale de sa famille. Cependant, son mandat fut de courte durée. En moins d'1 an, l'élection fut annulée à la suite de révélations selon lesquelles ses agents s'étaient livrés à des pratiques de corruption, notamment en offrant des pots de vin de 5 livres sterling par vote, une somme extraordinaire à l'époque. Le tribunal a déterminé qu'Arthur lui-même n'avait pas connaissance de ces actes, et bien que son innocence ait été reconnue, le mal était fait. Il lui faudra encore 5 ans avant de revenir au Parlement, retrouvant avec succès son siège en 1874. Il a servi jusqu'en 1880 sous la direction du Premier ministre Benjamin Disraeli, durant une période turbulente de l'histoire irlandaise, marquée par des divisions croissantes. Les tensions politiques et religieuses s'intensifiaient. Les unionistes comme Arthur étaient déterminés à maintenir l'union avec la Grande-Bretagne, tandis qu'un nombre croissant de nationalistes réclamaient l'autonomie de l'Irlande. Parallèlement, la division religieuse de l'Irlande entre protestants et catholiques continuait de façonner les loyautés et d'alimenter les troubles. Arthur, comme des générations de sa famille avant lui, était un protestant convaincu et un unioniste inébranlable. Ses convictions ne se limitaient pas à son engagement parlementaire. Plus tard, il a acquis 2 journaux proches des unionistes et a apporté son soutien public à l'Alliance unioniste irlandaise. Cette position politique claire, partagée par la brasserie Guinness elle-même, a suscité du ressentiment et de la colère chez les républicains irlandais, qui considéraient de telles prises de position comme une trahison de l'identité irlandaise. En 1876, Arthur s'est retiré de l'entreprise familiale, vendant sa moitié des parts de la brasserie Guinness à son frère cadet Édouard, pour la somme remarquable d'Islou de 600 000 livres sterling. 4 ans plus tard, en 1880, il fut élevé à la pairie et devint baron Odlawn, un honneur qui reconnaissait son engagement public en tant que figure de proue du conservatisme anglo-irlandais. Comme beaucoup de membres de la famille Guinness, Arthur Guinness était un philanthrope généreux qui s'est consacré à de nombreuses causes publiques. Peut-être que sa réalisation la plus célèbre fut l'acquisition, l'aménagement paysager et le don généreux de St. Stephen's Green, le parc public central de Dublin. Après sa transformation, le parc a été officiellement ouvert au public le 27 juillet 1880 et il est depuis soigneusement entretenu par les commissaires des travaux publics en Irlande.
Une statue en l'honneur d'Arthur se dresse dans le parc, juste en face du Royal College of Surgeons, commémorant son héritage durable. Arthur Guinness est décédé le 20 janvier 1915 à l'âge de 74 ans. De façon appropriée, il a été inhumé dans l'enceinte de l'église All Saints, un lieu de culte dont il avait généreusement financé la construction de nombreuses années auparavant. Il est décédé sans héritier, ne laissant aucun enfant derrière lui. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Merci spécial à John Seitz. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve tous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profile.